Donc, deuxième live, TDAH, c'est cool. Et, et du coup, tu voulais qu'on parle de quoi aujourd'hui, Raphaël? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on poursuive donc le deuxième volet par les comportements du TDAH. Ouais. Premier volet qu'on a fait, c'était vraiment expliquer le TDAH dans sa globalité. Mhm. Et là, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de pouvoir de pouvoir expliquer quels sont les comportements typiques d'un TDAH. Et moi, j'aimerais qu'on puisse expliquer aussi pourquoi, du coup, on classe ça comme trouble handicap invisible parce que du coup c'est vrai que souvent quand on dit voilà je suis atteint de TDAH ou d'autres troubles qui se voient pas en fait quand on rencontre une personne comme quelqu'un qui est tétraplégique, paraplégique ou qui a un autre handicap qui se voit bien. Et Mhm. c'est souvent justement la grosse problématique des personnes qui sont atteintes de troubles invisibles, c'est qu'on n'est pas entendu. On n'est pas entendu et dans notre difficulté parce que ça se voit pas. Ben, c'est vrai qu'on n'est pas forcément perçu ou compris, plutôt compris dans nos difficultés. Et moi, c'est vraiment ça que j'aimerais pouvoir apporter comme éclairage ce soir, c'est de pouvoir faire entendre les difficultés que rencontre un TDAH quand il n'est pas traité. Parce qu'après, quand il est traité, les comportements sont quand même atténués, mais quand on n'est pas traité, ben c'est un vrai handicap à vivre au quotidien et je peux en témoigner aujourd'hui parce que vraiment quand c'est pas traité c'est quand même très très complexe. Donc Si tu veux. Moi, j'avais du coup. Attends, t'as dit quoi? moi ce que j'aimerais c'est qu'on puisse parler des Ah différents oui, mais là, quand comportements. j'ai dit quelque chose, j'ai cru que tu avais dit un truc que j'avais pas entendu. Ah non 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 non, je Ok, te laissais la du parole. coup, c'est comme je t'entends tellement peu. Alors écoute, moi j'ai prévu quelque chose si tu es d'accord sur Ouais, trois grands comportements qu'on retrouve chez le TDAH. oui. C'est l'impulsivité, la procrastination et l'hyperfocalisation. C'est ça. Ça te parle, hein? En plein dans le mille. Ouais. Du coup, c'est ça l'idée de dire, bon, quand on est avec un individu qui a ces comportements d'impulsivité, de procrastination, d'hyperfocalisation, qu'est-ce qu'on se dit? Et en fait, pourquoi c'est qu'est-ce que ça pose comme problème socialement et dans le travail? Et ça pose de réelles difficultés parce que sur l'impulsivité, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit un individu souvent qui va peut-être couper la parole, qui va faire sans réfléchir, qui va s'emporter pour rien. Et du coup, voilà ce que les gens extérieurs y voient. Et ça, c'est pas un handicap entre guillemets. Ça, c'est considéré comme une personne malpolie, qui a pas d'éducation ou qui sait pas gérer ses émotions, sa vie sociale. C'est Donc ça. ça pose un C'est ça. problème en fait. Et moi, je voudrais quand même clarifier de qu'est-ce qui se passe en réalité. Parce qu'il y a une partie qui est comportementale, ça c'est clair. Cette partie qui est comportementale, clairement, elle a pu être renforcée par une éducation, elle a pu être Mm. renforcée par des conséquences aussi agréables pour l'individu. Un comportement, il est là parce qu'il est maintenu. Euh, mais quand même, ça peut aussi avoir apporté des difficultés. Et donc, Mm. en vrai, dans le cerveau, il faut comprendre que c'est un dysfonctionnement de freins qui sont complètement cognitifs. C'est pas du tout euh, je fonctionne comme ça parce que j'ai envie. Peut-être que ça a été encouragé par l'environnement, ce genre de fonctionnement. C'est-à-dire, par exemple, pour un enfant qui fonctionne comme ça et qui a toujours une bonne conséquence de couper la parole, Mm. il Mm. agit sans réfléchir, mais finalement, il s'est jamais passé quelque chose de grave. Il y a toujours des gens autour de lui pour euh, amortir, pour absorber, tu vois. Alors bon, on continue d'avoir ces comportements-là. Somme toute, c'est ok puisque ça pose pas de problème dans la vie quotidienne. Mais sinon, quand même, à la base, vraiment, il y a des freins cognitifs, hein. Ouais. Comme on en a un petit peu parlé la dernière fois, on parlait du système de gratification qui était Ouais. qui était dérégulé avec tout ce qui est système dopaminergique, etc. Mais je vais pas revenir dessus puisqu'on en a parlé
au live numéro 1. Mais en tout cas, la gratification, il faut qu'elle soit immédiate ou quasi immédiate. Oui. Donc, on n'attend pas, on veut obtenir tout de suite. Et puis, il n'y a pas beaucoup de tolérance à la frustration. Oui. D'ailleurs, ça donne parfois des comportements qui sont un peu dangereux parce que ça peut être un individu qui va harceler pour obtenir. Ouais, 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 exactement. Et j'aimerais juste rebondir un tout petit peu sur ce que tu disais par rapport à justement au fait que des fois on conserve ce comportement parce que on a l'environnement qui renvoie du positif par rapport à ça. On y trouve en tout cas un bénéfice. J'aimerais aussi mettre en lumière que des fois c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que comme on voit que l'environnement, si l'environnement nous renvoie du négatif, c'est pas bien, t'es colérique, t'es impulsive, t'es mal poli, on va compenser. Ouais, ouais. Moi, dans mon cas, c'est ce qui se passe, c'est que je compense en me renfermant, en étant plutôt introvertie. C'est ce qui fait que ça me fatigue énormément et ça, j'aimerais aussi qu'on puisse en parler de cette fatigue de la suradaptation parce qu'on est obligé de rentrer dans un cadre de correspondre en fait au moule de la société qui est normal, je peux le comprendre, mais du coup, ça peut aussi il y a aussi ce côté-là de cette suradaptation qui a des effets derrière, qui demandent énormément, énormément d'énergie pour arriver à se concentrer et arriver à justement avoir les comportements typiques qui sont attendus par la société. Ouais, Est-ce mais que tu es... t'as clairement raison. En plus, il y a autre chose qui vient se rajouter là-dessus, c'est l'estime de soi. Parce que quand tu te Exactement. construis avec des individus autour de toi qui sont toujours en train de te faire des feedbacks négatifs, ah mais toi de toute façon tu coupes la parole, ah t'es toujours en train de me couper la parole, ou alors non mais de toute manière t'agis toujours sans réfléchir, encore une Ouais, fois ouais, voilà il va falloir que je récupère tes ouais, bêtises ou parce que c'est ça en fait, ouais, c'est les autres autour de l'individu qui peuvent parfois jouer le rôle des fonctions exécutives, on en a parlé ça aussi hein, des fonctions exécutives au premier live. ouais. Euh, pour un homme, ben souvent c'est la femme. Pour une femme, parfois c'est le compagnon, parfois c'est les enfants. Pour un enfant, bah, c'est la maman, les parents. Mais bref, Mm, un enfant se construit, puis même un adulte qui entend sans arrêt que ses fonctionnements ne conviennent pas, c'est difficile de se construire une belle estime de soi. Et puis cette exact. suradaptation, elle est là quand il y a un potentiel cognitif, comme on a dit hein, au live numéro 1, qui est très très fort et qui du coup va chercher à surcompenser parce que surtout, il veut pas faire Mm, du mal aux autres, il veut pas ne pas ouais. convenir, il veut pas dépasser du moule, si je peux dire. Et donc à partir de là, c'est difficile. À Ben, partir de là, c'est c'est clair. fatigant, en Et puis effet. surtout que le besoin premier de l'être humain, c'est quand même le besoin d'appartenance, parce que Ouais, sinon, ben, ça fait appel au cerveau reptilien qui, lui, à partir du moment où on n'appartient pas à un groupe, va nous envoyer une peur de la mort, puisque la toute première peur de l'être humain, c'est de mourir. Et donc tout est enchaîné, en fait, tout est lié. Donc le TDAH, il a une double peine quelque part. Il a déjà ses troubles qui le sortent du cadre. En plus, il doit s'adapter pour être intégré dans la société parce que sinon, il va vivre avec cette peur de mourir qui est inconsciente, hein, qui est dans le subconscient, mais quand même avec cet effet Damoclès. Donc, le trouble du TDAH, il est fatigant, il est handicapant et à cause de tout ça, en fait. bien sûr. Euh, Ouais, ça me fait vraiment penser à, tu vois, là j'avais pris un exemple concret parce que ça c'est des choses que je vois au quotidien. Dans une réunion, tu poses une question, puis la personne qui a un déficit d'inhibition justement de l'impulsivité va répondre à ta place, va répondre euh, avant le collègue à qui t'as posé la question. Donc c'est-à-dire que en fait il y a elle fait pas pour faire mal. Enfin, l'individu avec TDAH fait pas pour faire mal. C'est juste que il sait, alors paf, ça sort. Il n'y a Ouais, pas cette inhibition. On n'arrive pas à bloquer la réponse qui vient parce que ça arrive trop vite dans la tête, ça arrive trop vite entre la tête et pouf, ça sort. Il n'y a pas ouais, ce freinage. Mais en fait, je veux dire, ça c'est des situations idéales pour se faire des ennemis. Puis parfois des ennemis exactement. à vie parce que quand on est enfant
dans la cour de récréation, ça passe. D'ailleurs, en général, les enfants sont beaucoup plus tolérants jusqu'à un certain âge. Après, ça commence à devenir difficile, hein, bien sûr, on est d'accord sur ça. Je ne veux pas dire que c'est super pour les enfants. Mais un adulte qui coupe la parole, c'est pas du tout C'est admissible. moins toléré, exactement. Et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qu'on fait exprès. Moi, je me rappelle plus jeune. Après, je l'ai beaucoup travaillé, donc je suis beaucoup en suradaptation pour vraiment faire très attention de plus couper la parole. Mais mes enfants, ils ont été élevés. Je finissais toutes leurs phrases. Je les laissais pas terminer. Je savais déjà trois phrases avant eux ce qu'ils allaient dire. Et en fait, c'était pas fait exprès. Ouais. Ça vient, c'est furtif, c'est là, et tellement peur aussi de perdre le fil, c'est-à-dire qu'on a les pensées qui vont extrêmement vite, et après ça se travaille. Voilà, j'ai aussi travaillé sur ça, donc je pense que on peut atténuer le TDAH, Bien sûr. mais ça demande énormément d'efforts en fait. C'est là moi où j'aimerais vraiment mettre le point, c'est d'ouvrir la tolérance à ces troubles-là, parce que c'est un vrai handicap au quotidien pour déjà ça crée des difficultés relationnelles, tu vois, déjà rien que ça, tu coupes la parole, ça crée des difficultés relationnelles. La procrastination quand tu es au boulot, que tu es on va en bloqué parce parler. que t'as Si tu veux, on va en parler un petit peu. Je vais pouvoir développer sur la procrastination, mais pour revenir sur cette impulsivité. Et puis surtout, qu'est-ce qui aide? Bien sûr, tu dis ça peut se travailler. Oui, ça se travaille d'abord d'un point de vue neurochimique. On avait commencé à aborder ça au premier live en disant, OK, il y a manière de réguler un petit peu ces neurohormones hein, qui sont différentes chez le TDAH de manière naturelle hein, ou avec des choses un peu plus chimiques, entre guillemets. Mais il y a aussi d'un point de vue comportemental plein de choses qu'on peut faire parce qu'on peut... quand on accompagne, nous, les individus avec TDAH, en tout cas, à TD School, on leur donne des tips, on leur donne des choses pour qu'ils s'outillent là-dessus. Comme par exemple, se répéter des petites phrases clés. OK, j'attends. Et se féliciter, se renforcer tout de suite quand on a réussi à pas couper la parole, se dire youhou, j'ai réussi à pas couper la parole. Vraiment, voilà. Se mettre à l'écart pour s'apaiser. Attention, je suis pas en train de parler d'une situation de conflit, mais si on voit qu'on est trop excité et puis que voilà, l'envie, elle vient de parler, de dire des choses, se mettre un petit peu à l'écart, d'apprendre à travailler aussi sa respiration. Mais ça fait partie même des techniques un peu plus globales hein, dans la gestion du TDAH pour les émotions, mais aussi pour l'impulsivité, parce que si tu sens que tu as les idées qui viennent, et puis que c'est dans la bouche, là, ça va sortir, pouvoir respirer, souffler, s'apaiser, et pour pouvoir être moins impulsif, en fait. Ouais. Et moi, j'avais trouvé une technique aussi qui a bien fonctionné. Alors sur moi, hein, je parle de mon expérience parce que je peux pas parler pour d'autres. Mais j'avais fait en formation coach, j'avais fait donc une formation sur l'EFT, qui est une technique où on tapote en fait sur des méridiens et on met un peu le bazar dans le cerveau, dans les croyances du cerveau, et je m'étais fait des séances perso d'EFT qui m'avaient permis d'atténuer aussi cette excitation à vouloir, cette impulsivité à vouloir aller trop vite dans les réflexions ou à beaucoup parler. À une époque, je monopolisais beaucoup le temps de parole. Aujourd'hui, grâce à plusieurs techniques, j'ai fait aussi de la méditation. En fait, il y a plein de techniques qui permettent en plus de traitements de base médicaux qui sont actuels, quand même de travailler ce TDAH, on va dire de le canaliser. Voilà. Ça c'est l'expérience que j'en ai faite aussi quoi. Mais voilà, c'est pas miraculeux quoi. Après il y a d'autres choses derrière qui se mettent en lumière aussi quoi. Tu travailles un point, t'en as d'autres qui reviennent encore plus fort, donc ça reste quand même un trouble où il faut être accompagné pour pouvoir en faire un quotidien vivable, quoi, clairement. Ah, mais alors, ça, on est bien d'accord, ouais, carrément. Il y a besoin de soutien. Donc, ok, si tu veux, j'ai fini un peu sur l'impulsivité. Je pense qu'on a pas mal partagé là-dessus. On peut passer à la procrastination.
si tu es d'accord. Parce que du coup, on a dit impulsivité, procrastination, on a dit qu'on parlerait après de l'hyperfocalisation. Donc là, on est impulsivité, bien sûr, sur un profil TDAH. D'accord? Tous les profils sont pas TDAH. On a bien sûr des TDA dans lesquels on n'a pas d'impulsivité, d'hyperactivité. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Par contre, la procrastination, bah ça concerne nos deux profils, enfin nos trois profils, le TDA, le TDAH, le TDH, voilà, et la procrastination, elle peut concerner les trois profils. Et réellement, voilà qu'est-ce qu'on voit quand on est un individu extérieur à l'individu TDAH, qu'on est neurotypique et puis qu'on n'est pas formé sur ça. Moi, les gens neurotypiques me disent des TDAH, ah ouais, mais il est paresseux ou elle est paresseuse, il attend toujours la dernière minute, il est mal organisé, c'est toujours sur le feu, puis on n'y arrive pas. Et donc, en fait, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour l'individu? Parce que, encore une fois, on est sur quelque chose de cognitif. Et donc, on avait déjà parlé un peu du cortex, etc. au premier live. Donc, je voudrais rajouter un petit indice dessus. C'est que le lancement de tâches, l'activation, d'ailleurs, c'est une fonction exécutive qui s'appelle l'activation. Le lancement de tâches, il est très difficile pour l'individu TDAH. Il y a une espèce d'hypoactivation, hein, d'accord, dans le cortex préfrontal. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit la dernière fois, le cortex préfrontal, c'est tout ce qui est planification, organisation, flexibilité, mémoire de travail, etc. C'est notre chef d'orchestre, en fait, hein, dans le cerveau. Bah, le chef d'orchestre, en fait, il n'est pas pressé. Il met son temps à venir, à mettre en route. Et puis surtout, il faut intégrer une chose, c'est que le TDAH, il a souvent du stress. Il a souvent de l'anxiété. Et il y a certaines tâches qui lui procurent justement du stress et de l'anxiété à petite dose, hein, mais du coup, il va essayer. En fait, il n'arrive pas à s'y mettre. Il n'arrive pas à les faire. C'est difficile pour lui de hiérarchiser, d'anticiper, de se mettre en mouvement. Et puis, c'est quelque part, si je commence pas, eh ben, je peux pas échouer. Alors, il y a de ça et dans la procrastination aussi, ce qu'on rencontre beaucoup dans ce trouble, c'est une tâche basique. Prendre rendez-vous chez le garagiste va nous paraître extrêmement complexe. C'est ça qui est bizarre, quoi. Par contre, tu nous demandes de faire une synthèse d'un sujet complexe, on va être tellement passionné qu'on va se mettre dessus pendant 4, 5, 10 heures s'il faut, mais on va te le faire. Et ce qui provoque la procrastination aussi, c'est quand tu as énormément de tâches à faire et qu'en fait, de ce que tu disais, on a de la difficulté à prioriser. Donc, du coup, on est là, on est en fait comme inhibé et on regarde toutes les tâches à faire, on ne sait plus. En fait, c'est comme si tout se mélangeait dans la tête. Tout vient en même temps et on peut plus bouger, quoi. Enfin, moi, oui, parce qu'en plus, ça te fait monter l'anxiété. Exactement. Et le stress et le poison, le premier poison, tu le disais, c'est déjà dans le premier live, c'est le premier poison du TDAH. Ça nous pourrit la vie. Et quand tu as des comorbidités d'anxiété derrière, ça te fout ça te plonge dans des crises d'anxiété. Et puis là, bah, t'attends que ça passe, quoi. Et c'est là où tu procrastines parce que tu repousses. Voilà. Et tu as de l'anxiété parce que tu sais que tu dois poser des actions que tu ne poses pas. Donc, tu n'auras pas etc. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ça, c'est encore une fois quelque chose d'hyper complexe à vivre au quotidien. Et les gens extérieurs, effectivement, quand ils voient les faits, ils te disent, bah, t'as qu'à faire. Ouais. Je n'ai pas accès. J'ai pas accès à la possibilité de faire. Et c'est là où, par exemple, moi, j'ai besoin que quelqu'un me dise, allez, viens, on le fait ensemble. Voilà. Alors ça c'est une super astuce, Raph, du coup. Et c'est ce que j'avais mis un peu dans les idées qui aident et qui soutiennent. Un rituel de démarrage ou d'avoir un démarreur. Voilà. C'est exactement ça. Après, une fois que c'est démarré, moi j'ai mon compagnon qui me dit bon, t'as fait ça. Et en fait, ça m'aide à me structurer. Et pourtant, je suis quelqu'un d'hyper structuré, organisé. Donc c'est aussi hyper ambivalent, quoi, tu vois. Mais s'il est pas là pour me cadrer, malheureusement, alors si j'étais toute seule,
je trouverai des façons de faire, mais quand je suis toute seule, malheureusement, ça met beaucoup plus de temps. Mm. Et c'est ça qui est handicapant. Mais je trouve que et quand j'étais petite, c'était pareil. Ma mère, elle me disait range ta chambre, ça marchait pas. Quand elle commençait à ranger avec moi, c'est là où elle me disait mais tu pouvais passer des heures à ranger ta chambre. Et oui, Ouais, mais mais parce que parce que j'avais du que coup, démarrer. elle était le démarreur en fait. Hein. Ouais, Elle était c'est ça. l'action qui te permettait de passer à ça, de passer à la Exact. tâche. Ouais, Mm. exactement. Et c'est pour ça Après, qu'au on peut boulot, aussi. Pardon, ouais. excuse-moi, tu disais quelque chose. Je t'entends tellement Bah, pas. c'est pour ça qu'au boulot, quand on a un TDAH, c'est aussi important qu'on ait un manager qui nous cadre, mais de manière adaptée au TDAH. Bienveillante. Ouais, Oui, bienveillante, ouais, avec une autonomie. Bon, on en discutera encore plus largement de ça, mais ouais. voilà, c'est des petites choses qu'il faut comprendre quand on n'est pas au courant du fonctionnement du TDAH. Effectivement, bah, quand on est à l'extérieur, on se dit ouais, elle est fainéante, elle avance pas, elle pose pas les bonnes actions, Ouais. finalement elle est pas top, quoi. Ben non, c'est juste que Mm. c'est Non, non, mais compliqué c'est tout à quand. fait vrai. Et on reparlera du cadre bienveillant du manager au travail, si Ouais, tu veux, parce qu'effectivement, ouais, c'est un point qui est super important. Il n'y a pas énormément de choses à mettre en place. C'est-à-dire que voilà, au lieu de dire t'as toujours pas fait ça, t'as toujours pas fait ci, ça va être de t'aider à fractionner la tâche. Donc, si on a ouais. des managers qui nous écoutent puis qui ont des employés avec un trouble déficitaire de l'attention, simplement aidez-les à fractionner la tâche, mettez un Mm, timing un minuteur. Aujourd'hui, c'est ça. Et on ouais, fait petite tâche par petite tâche. c'est ça. Et en fractionnant une grosse tâche en petites tâches, ça va être génial parce que du coup, bah, Mm, la du TDAH, il est plein de ressources quand même. On a vu qu'il était plein de force et puis aussi ouais, comment dire, d'énergie, si je peux dire. Et ouais, donc, il peut ouais, faire beaucoup plus qu'un individu qui ne le serait pas. Mais il lui faut un truc visuel, parfois ouais. des techniques spécifiques pour l'aider Mm, à déclencher et à pas rester dans cette procrastination. c'est Et ça. parfois, ça peut être juste un proche qui met ce qu'on appelle un petit coup de pied aux fesses et qui Mm, dit voilà, oh mais t'as pas ouais, fait ça, allez, tu t'y mets là. c'est Demain, je ça. t'appelle, je veux savoir ce que t'as fait, t'as commencé. Alors viens, on Ouais, s'y met ensemble, tac 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 ouais. tac, et puis après, la locomotive est lancée, ça roule quoi. Ben, c'est ça. Et puis, Ethan, tu vois, c'est pareil. Ouais, Si je me mets avec lui sur ses devoirs ou sur ses révisions, je vais commencer, après, il est lancé. Mais il faut le lancer. c'est ça, exact. Donc Mm, voilà un petit peu pour cette procrastination. Du coup, on a parlé impulsivité, procrastination. Et mm, puis là, on peut discuter de l'hyperfocalisation aussi. ouais. Alors, l'hyperfocalisation, moi, j'ai mis comme exemple, parce qu'à chaque fois, j'aime bien partir d'un exemple, voilà, c'est pas couper la parole, c'est pas il est paresseux ou elle est paresseuse, elle fait pas ce qu'il faut, elle déclenche pas. Non, l'hyperfocalisation, ce que on voit à l'extérieur, c'est vraiment oh là là, mais il m'écoute plus. En fait, il est obsédé par son truc, et puis j'arrive pas à prendre ma place. D'accord? Donc on est dans une Mm, communication qui est parfois un petit peu unilatérale. mm, C'est pas attention, on n'est pas dans le TSA. D'accord? Parce qu'un individu autiste, ça pourrait être bien plus que ça. Hein. Ok, on n'est pas dans le TSA. Mais bon, TSA, TDAH, il y a une super mm, comorbidité aussi, hein, d'accord? Pas mm. l'inverse. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. La personne TDAH, c'est pas qu'elle veut que parler de son truc et qu'elle n'est pas intéressée de votre truc. C'est pas ça. C'est que le contrairement à l'inattention, justement, on a parlé d'hypervigilance dans le live 1. J'ai Mm. expliqué comment fonctionnait l'hypervigilance du TDAH, pourquoi il y avait plein d'infos en même temps. Du coup, le cerveau, il peut aussi se bloquer intensément sur un sujet. Mm. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le sujet plaît, il y a de la motivation, donc clic, le système dopaminergique se met en route. Ouais, Bing, 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 j'ai de la dopamine assez entre mes neurotransmetteurs, alors que d'habitude, j'ai pas ça. Ouh, ça fait du bien. Et du coup, bah voilà, je fonce sur ce sujet-là, je ne vois plus que ça. mm. Et je vais avoir du mal à changer de canal attentionnel ou de canal de Mm. conversation, parfois de canal sensoriel, hein, d'accord, parce que ça me fait du bien, cette tâche ou cette discussion me stimule, en Ouais, fait. c'est ça. Exactement. Donc voilà. Et c'est pour ça que on a des. Alors moi j'ai des parents, je parle pour les enfants là, mais on pourrait parler pour les adultes. J'ai des parents qui me disent ah mais il peut pas être TDAH, il peut faire pendant 2 heures telle tâche. Alors bon, souvent c'est des jeux vidéo, mais ok, rien à voir. On l'appelle, il entend pas. Oui, oui, oui. Non, il fait pas exprès de pas vous entendre. Il est hyper focalisé sur son truc.
Moi, Mm. voilà, j'ai ma mère qui a ce côté d'hyperfocalisation un peu. Elle, c'était quand elle lisait. Quand elle lisait un bouquin, je me souviens, petite, on l'appelait, il pouvait même, je sais pas, je me dis des Mm. fois, la maison aurait pu s'effondrer. Ouais. Elle aurait toujours été sur son livre, quoi. Tu vois, donc, Mais c'est clair. Ma mère, elle m'a dit l'autre jour, quand on a rempli les questionnaires ensemble, elle me dit, mais toi, tu rentrais du boulot le soir, les gamins, ils te parlaient, mais en fait, t'étais pas là. T'étais pas là. Il y avait pas de connexion. J'étais plongée, focalisée justement sur les tâches que j'avais à faire. Il y avait une espèce de déconnexion de la réalité. Et encore aujourd'hui, tu demandes à mon entourage, des fois, je suis là présent dans les conversations, mais je suis pas là. Alors, est-ce que c'est ça l'hyperfocalisation dont tu parles, ou est-ce que ça, c'est encore un autre comportement typique du TDAH? bah, c'est-à-dire que il y a vraiment cette espèce de doublon, si tu veux, cette dualité avec le cerveau quand il est pas sur une tâche hyper stimulante. Ouais, D'accord? Qui va ouais, pouf, 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 partir dans tous les sens parce que j'ai plein de de choses qui peuvent effectivement attirer mon attention. ouais, D'accord? Donc, ouais, et donc, de l'autre côté, quand c'est un peu un truc genre auto-reverse, quoi. Et de l'autre côté, bah, quand je suis sur une tâche ultra motivante qui va justement nourrir mon système dopaminergique, le mettre en route et qui me stimule, et ben là, c'est le contraire. Je suis hyper focalisée et je mm. n'entends, je ne vois plus rien autour. Et Ouais, ouais, souvent, ouais, à ce moment-là, d'ailleurs, l'heure passe très, 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 très vite. C'est-à-dire mm. que tu parlais de travailler 5 heures, 6 heures, 7 heures, Ouais, 10 heures. Bah ça, c'est ouais, assez ouais, spécifique quand même à l'individu TDAH parce que c'est c'est 4 sûr. heures du matin, bam, il Ouais, réalise qu'il était focus sur sa tâche depuis 21 heures, qu'il n'a pas mangé, il n'a pas ressenti la soif, il n'a pas ressenti la faim, il n'a pas ressenti la fatigue. Et donc, tu te rappelles, dans le live 1, j'avais parlé de cette espèce de coupure entre la tête et le ouais, corps. oui, Et oui, j'avais dit oui. qu'un premier moyen on va pas guérir du TDAH, mais un premier moyen d'apprendre à mieux vivre avec son TDAH, c'était de se reconnecter, de reconnecter le Mm. cerveau avec le corps, avec l'EFT. Donc EFT, c'est Emotional Freedom Technique. D'accord? Donc technique de libération émotionnelle avec de la méditation, de la respiration, du Mm, mm. sport, dans lequel on est connecté à son cœur, à sa respiration, au battement cardiaque, de la cohérence cardiaque. Il y a plein de trucs à faire pour se Mm. reconnecter et mieux s'écouter. Ça peut éviter aussi ces moments d'hyperfocalisation qui sont parfois un peu trop intenses quand même. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu comme une drogue parce que quand Ouais, tu vis ces états-là, tu es vraiment dans un état limite hypnotique. ouais. Et en fait, tu vas aussi les chercher. Enfin, t'en as Oui, besoin parce que quand tu te lèves le matin, que t'es dans un malheureusement, tu te dis bon bah merde, là je suis dans un mood de merde. Putain, tu cherches la dopamine en fait. Tu t'es là, tu cherches des situations qui te créent de la dopamine. Et moi, ce ouais, que j'avais aussi envie de mettre en lumière suite à une discussion qu'on avait eue que j'avais trouvé très très intéressante, qu'on peut aller chercher la dopamine dans des choses positives, agréables, du sport, des activités qui créent de l'adrénaline, mais on peut aussi malheureusement aller provoquer des disputes. ouais. Pour ressentir cette adrénaline, on peut, alors après, est-ce que c'est, tu me corriges hein, si j'ai faux, mais on peut aussi aller chercher des états euh, euh, très désagréable pour ressentir le corps, pour ressentir cette dopamine quelque part. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant parce que c'était aussi mon cas où quand c'était trop calme, eh ben inconsciemment j'allais attiser l'une ou l'autre dispute et ça avait vraiment beaucoup éclairé quand tu m'avais expliqué ça, parce que je m'étais dit, ah ok, je comprends pourquoi il y avait des fois certains moments où, pour de manière inexpliquée ou pas cohérente du tout, j'allais chercher des situations conflictuelles pour ressentir cette adrénaline justement. Mm. Alors, c'est pas tout à fait l'adrénaline, mais Ouais, pas la effectivement, tu as dopamine, raison, pas hein, un le plaisir. cerveau qui est, tu parles Ouais, de drogue, mais c'est clairement ouais, ça, puisque du ouais, coup, finalement, c'est des neurotransmetteurs, c'est neurochimique. Hein. Donc, comme un ouais, diabétique, il n'est pas responsable de son taux d'insuline, ben, un TDAH, il n'est pas responsable de son taux de dopamine, de son taux de sérotonine.
Et sauf que quand il a, ou de noradrénaline, hein, d'accord, et quand il a quelque chose qui vient et qui enfin met son cerveau dans un état agréable, et puis tout le monde aime la dopamine, enfin, je veux dire, c'est l'hormone du plaisir, hein, bon, eh ben, oui, on va aller chercher des activités, on va aller chercher des situations, des contextes qui font du bien. Mais enfin, je suis désolée. Ceux qui sautent des montagnes, là, tu sais, avec juste un petit drap, là, enfin, un bout de tissu entre leurs bras, puis qui, bon, on pourrait questionner le truc, quoi. Il y a un vrai besoin. Donc, on peut pas aller te reprocher de dire, OK, ben, moi, je sens que quand j'ai une dispute, ça me fait du bien parce que d'un point de vue neurochimique, ben, je me sens plus équilibrée. Alors, on va trouver autre chose que la dispute, c'est clair. Mais je vous mettrai des études, si vous voulez, dans les commentaires, parce que c'est hyper intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là au niveau du cerveau. Mais la recherche d'adrénaline ou de noradrénaline, de sérotonine, de tout ça, c'est finalement quasi normal. Ton cerveau, il a faim. T'as faim, en fait. Donc, quand t'as faim, tu manges. C'est ça. C'est ça. Voilà. Après, il va chercher justement ce qu'il a pu développer depuis tout petit, j'imagine aussi. En fait, quand tu as pas pu développer des activités un peu extrêmes pour aller chercher cette dopamine, la sécréter, effectivement, tu trouves d'autres moyens d'aller la sécréter. Et puis malheureusement, ça peut aussi être des moyens que c'est ces fameuses disputes. Alors après, je dis pas que oui, toutes les disputes sont nues. Il y a d'autres choses. Par exemple, voilà, j'ai donné il y a pas très longtemps à Bordeaux une conférence sur le TDAH et le burn-out. Parce que, comme on parlait de l'hyperfocalisation, c'est en lien avec ça aussi, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire que parfois c'est le travail. Parce que du coup, les rendez-vous, je pense à un commercial. Prenons quelqu'un, tu vois, qui est commercial. Et lui, il est stimulé quand il rencontre des gens, quand il parle, quand il arrive à vendre ses produits, etc. Il va cumuler les rendez-vous pour un peu qu'entre des rendez-vous, il y a quelques kilomètres à faire en voiture. Allez, comme ça, on carbure, on roule un peu vite, ça fait du bien. Ah, il y a plein de comportements comme ça. Et puis bon, derrière, ça peut mener au burn-out par contre. Hein. Attention, donc les disputes peuvent mener au divorce, faites gaffe. Je veux dire, voilà. Il faut aller chercher de l'aide et puis il faut déjà expliquer comment on fonctionne à l'autre avec qui on partage sa vie, parce que dans ces cas-là, il doit y avoir un système de compréhension qui se met en place, pas un système d'excuses, hein. Attention, on en revient à ce qu'on avait dit au premier live. C'est pas je suis TDAH, donc j'ai le droit de te crier dessus, de t'en foutre plein la figure. Non, ça marche pas comme ça. Mais de pouvoir travailler sur soi et travailler ensemble, pourquoi pas, sur ce genre de problématiques. C'est clair, c'est vraiment un vrai travail d'équipe parce que nous, alors quand on se connaît bien, plus on se connaît et plus on arrive à anticiper les crises ou du moins à les reconnaître. Et on peut prévenir l'entourage, voilà, là, ça y est, je suis tombée dans une crise. Donc, ça va durer le temps que ça dure. Malheureusement, j'y peux rien. Je fais du mieux que je peux pour arriver à être le plus agréable possible, le plus adapté possible. Mais ça demande énormément d'énergie. Et donc, ça permet à l'entourage d'être plus tolérant et plus ou en tout cas de pas jeter de l'huile sur le feu. Ou de ne pas jeter de l'huile sur le feu, effectivement. Mais c'est vrai que la frontière, elle est quand même assez étroite entre l'excuse et j'explique mon comportement. Je veux dire, dans la compréhension globale des gens, quand tu expliques ton comportement, c'est vrai que des fois, c'est perçu un peu comme une excuse. Mais c'est pas une excuse. C'est que quand on se connaît bien, on peut expliquer voilà, je sais que là, je suis en train de tomber dans une crise, j'ai un manque de dopamine, je vais devoir aller traiter cette crise. Il se pourrait que je procrastine, donc là, je vais avoir besoin de ton aide pour me recadrer un tout petit peu, pour être derrière moi, pour que je puisse penser. Moi, il y a des fois, juste, c'est même pas un manque de volonté, c'est que j'oublie en fait. J'ai des tâches à faire et en quelques minutes, c'est oublié et je me dis merde, j'avais ça à faire en fait. Bien sûr. C'est même pas qu'on ne veut pas y penser. Et je mets des réveils, j'ai un agenda, j'ai plein de solutions, de stratégies pour me rappeler.
Mais en fait, quand tu es dans vraiment une crise où tu es enfin, j'imagine que c'est quand tu as vraiment une baisse de dopamine, parce moi, je vois vraiment des moments où c'est plus en crise que d'autres. Est-ce que ça, c'est aussi, bon, pour l'instant, je suis pas encore totalement sous traitement, et donc c'est aussi normal. Mais est-ce qu'il y a aussi des vagues comme ça qui sont bien connues dans le TDAH, ou c'est encore autre chose? Parce qu'un TDAH, Je c'est je pas suis pas sûre linéaire, d'avoir quoi. compris ta question. Du coup, si je Non. reformule, Ouais. tu me demandes s'il y a des vagues, c'est-à-dire quelque chose de cyclique sur de la dopamine ou des choses comme ça? Bah, disons que, en fait, moi, ce que je sens dans ma vie en général, c'est qu'il y a des fois des moments où le TDAH est extrêmement présent, donc extrêmement handicapant, et d'autres fois où c'est atténué. Donc, j'imagine que quand tu as un taux de dopamine qui est assez bon dans le cerveau, ben, tes troubles du TDAH sont Ah, quand mais même ça va atténués. dépendre. Oui, c'est bon, j'ai compris ta question. Tu vois ce que je veux Alors, dire? attention, hein, comme on l'avait dit au premier live, le TDAH, c'est pas la bipolarité, c'est pas un Mm. trouble de personnalité non plus, rien à voir. Donc, c'est pas de manière cyclique, c'est plutôt sur la journée qu'il peut y avoir effectivement pas mal de fluctuations de l'intensité de ce qu'on va, de nos émotions, de ce qu'on vit, etc. Ce que tu Ouais, dis, c'est hyper intéressant parce que en fait, la question, c'est qu'est-ce que j'ai comme activité dans mon quotidien sur une semaine qui me font du bien et qui me permettent ouais, de justement sécréter pas mal de dopamine. Si j'ai trouvé par exemple le sport et puis j'arrive à mm, faire du sport tous les jours, je fais 1 heure de sport ou tous les 2 jours, 1 heure et demie ou quelque chose comme ça. ouais, Que je fais attention à mon alimentation parce que bien sûr, on a vu ce que faisaient les sucres. J'ai mis des études en lien avec le premier live, hein, ouais, je crois, dessous. Les sucres, donc et du sucre, on en trouve de partout. Sucre blanc, sucre raffiné. On a vu quoi d'autre aussi. Bah, qu'est-ce qu'on pouvait prendre comme plante aussi pour s'apaiser un petit peu. On a parlé de la respiration, de la méditation. C'est sûr que si tu prends un individu avec un TDAH, que sur une semaine, il a accès à tous ces trucs qui lui font du bien, et que la semaine d'après, pour X ou Y raison, eh ben, il a pas accès à tous ces trucs qui lui font du bien, ben, il va pas être dans le même mm. état, Voilà, clairement. on est Mais si d'accord, tu prends voilà. Mm, quelqu'un qui court et tous les matins 1 heure, puis pour X ou Y raison, il a plus de basket ou je sais pas, il s'est pété une jambe. Et puis il peut pas faire sa course à pied, son running de 1 heure tous les matins. mm, mm, mm. Il va être d'une Oui, humeur compliquée, hein. on en revient à ton exemple du diabète. S'il n'a pas ses piqûres d'insuline, bah, malheureusement, la maladie reprend le dessus. Ouais. Donc, en fait, pour le TDAH, c'est pareil. C'est que si on n'a pas notre dose de dopamine et qui est sécrétée dans le cerveau, Pas forcément ben, que de tous les dopamine, troubles, hein. ouais, Si tu as pas ta ou de dose neurotransmetteurs. euh, tout ce qui t'aide, parce que c'est un tout, d'accord? Si tu as pas ta Ouais, dose de tout ce qui peut t'aider pour aller bien, et ça peut être voilà. aussi le sommeil, d'accord? Ça veut dire Oui, des bonnes nuits de sommeil. oui, Il n'y a pas eu de oui. chance, je sais pas, il y a eu un orage, Ouais, donc ton chien il était hyper anxieux, il a tremblé toute la nuit, t'as pas pu dormir. ouais. Bah ça va te plomber un petit peu, voilà, ça va être compliqué, plus compliqué que pour quelqu'un qui est neurotypique et qui a pas toutes ces difficultés parce que toute la journée, il faut compenser, compenser, Mm. compenser, Ouais, c'est compenser. ça. Mm. Ouais, ouais, Ah c'est ben ça. alors là, on est bien d'accord. Donc, et puis ce qui est dur en Mm. plus et qui n'est pas juste finalement pour le TDAH, c'est que tout ce qui lui fait du bien, ce sont des routines à mettre en place. Et que pour le Mm. TDAH, tenir une routine, c'est aussi un challenge. C'est pourri comme trouble, c'est pourri, moi je vous le dis. Ouais, ouais. C'est pourri comme c'est horrible, c'est J'ai horrible. rencontré il y a pas longtemps une dame qui en est à la fibromyalgie parce que du coup, Mm. elle est TDAH, et elle n'arrive pas à se mettre en place des routines pour faire Ouais. baisser son taux de cortisol, pour Mm. faire baisser l'inflammation générale de son corps, hein, parce que bon, la fibromyalgie, et puis elle a pas que ça, elle a des inflammations maintenant qui sont plutôt au ventre, la cheville, donc attention, parce qu'au bout d'un moment, c'est le corps qui lâche. Ouais, ben oui, ben oui, oui. Il faut bien qu'il décompense à un moment ou à un autre, hein, de toute façon. Ouais. Ouais, Mais il faut apprendre à s'écouter. Je reviens à ça, faire le lien. Parce que c'est sûr que ouais, si tu fais pas ton sport, si tu prends pas tout ce qui te fait du bien, méditation, respiration, parce que tu as la flemme, parce que tu as la flemme, parce que ou tu procrastines, tu prends pas soin de ton sommeil, tu bosses 90 heures par semaine parce que mm, tu t'auto-stimules, ou alors juste tu peux t'auto-stimuler et te hyper focaliser sur des séries Netflix.
Mais du coup, tu coupes pas, tu coupes pas, tu coupes pas, tu passes la nuit sur tes séries Netflix. Et ben en fait, bingo, le lendemain, ça va être compliqué. Donc il faut. Ouais. Moi, je pense que le TDAH adulte, c'est un individu qui a besoin de beaucoup de coaching ou au moins de auto-coaching, je sais pas comment dire, mais de beaucoup En tout d'aide cas. pour pouvoir bien se Mais, gérer au quotidien. ouais. Eh ben, moi, tu vois, je trouve que autant il y a énormément de coachs qui se sont créés ces dernières années. Il y a énormément de types de coach, mais t'as pas de coach pour les gens TDAH justement. Et alors qu'en fait, ça serait juste magique d'avoir quelqu'un qui te cadre une fois par semaine ou deux fois par semaine et qui te dit voilà, ben aujourd'hui et demain tu fais ça, ça c'est tes objectifs. Je veux que mercredi ça soit fait pour qu'on puisse avancer, qu'il puisse te comprendre dans tes besoins et qu'il puisse être en fait un garde-fou. Parce que quand on est cadré, quand on est canalisé, on est je dirais pas lourd, mais je veux dire, Si, on a quand c'est même accès à des machines de guerre. on est des machines de guerre, Ouais. exactement. Mais c'est Et, vrai. Mais c'est vrai, tu sais, et moi je dis à mes petits élèves, ceux qui sont petits, hein, ouais, puis enfin petits ou moyens, et qui sont souvent déjà bien dévalorisés hein, ouais, à cause de leurs troubles d'attention, déficit d'attention, ouais, d'hyperactivité. Je leur dis, mais tu sais, si on était à la préhistoire, eh ben tu serais ouais, celui de la tribu qui va se battre contre le lion à dents de sabre sans mm, réfléchir et qui sauve la tribu parce qu'il a peur de rien. Et il n'a pas le temps d'avoir peur, en fait, il réfléchit pas. Alors là, ils sont tout contents, tu vois, ils disent, ah ouais, c'est vrai, c'est moi qui sauve la tribu. Et je dis, ouais, sauf que là, bah, on n'est plus dans la préhistoire, ouais, donc on n'a pas besoin de sauver la tribu de cette manière. Mais sans parler d'un coach, parce que moi, je suis pour que l'individu, il ait aussi de l'autodétermination, pour que l'individu, il soit aussi acteur de sa vie et qu'il ait des oui, outils internes. mais oui, Et donc, en mais fait, ça, c'est il faut surtout bien que ça qu'il quelqu'un faut nous le donne. bosser. Se connaître, se comprendre, avoir des Mm, outils mm. internes et après, un pote, une copine, les parents, quelqu'un à côté dans sa vie qui de temps en temps pousse un petit coup, tu vois, d'aide, va aider. Ça peut être bien aussi, ça peut être suffisant. Puis moins cher qu'un coach. Je- Moi, je te rejoins complètement sur le fait d'être autonome sur ça. Mais ça rejoint aussi ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est que un TDAH, il a besoin d'abord d'être propulsé sur la Mhm. tâche. C'est-à-dire que si tu lui donnes un cadre, il va pouvoir suivre le cadre parce qu'il va savoir quoi faire à quel moment. Encore une fois, je pense que le TDAH, c'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble et qui a beaucoup de mal à voir les étapes intermédiaires. Mais si quelqu'un lui découpe le plan et lui donne ce cadre-là, c'est beaucoup plus simple ensuite de s'autodiscipliner. Bien sûr. Là où je te rejoins énormément aussi, c'est sur la connaissance de soi. Et c'est vrai que moi, ça fait 15 ans que je travaille sur la connaissance de moi pour apprendre vraiment à comprendre comment je fonctionne, qu'est-ce qui me fait du bien, etc. Et malgré tout, quand je suis en hyper-focalisation ou dans mon quotidien, il y a même des fois où j'oublie. Ouais, mais parce Donc, que ça fait quand même pas longtemps qu'on a discuté toutes les deux de ce oui, trouble déficitaire de l'attention. Donc, exactement. je dis pas que tu as passé 15 ans à pas regarder du bon côté. Attention, c'est pas ça. Mais tu avais un certain prisme Ouais, de regard hein, sur toi-même pendant toutes ces années et ouais, qui, du coup, là, on a un peu fait la lumière sur d'autres choses encore. Hein. C'est ouais, vraiment oui, oui. important. Mm. Oui, et puis c'est vrai que la neuropsychologue que je suis allée voir m'a pas mal aussi aiguillée et fait comprendre certaines choses qui sont beaucoup moins culpabilisantes que quand je pensais que j'étais un problème. Mais ça, c'est aussi tout le cheminement du TDAH adulte qui n'a pas été reconnu enfant. C'est que pendant X années, on pense être un problème à résoudre et que finalement, on se rend compte que on n'a pas de problème, on a juste une autre façon de fonctionner que monsieur et madame tout le monde en fait. Bien sûr. Mais si personne ne te guide dans ton fonctionnement et ne t'explique que ben ça c'est de la suradaptation, donc comme tu te suradaptes, tu es très vite fatigué, ben toi tu penses que t'es une grosse merde qui est tout le temps fatiguée pour pas grand chose. Parce que par Exact. rapport, quand tu te compares à d'autres, tu dis mais pourquoi lui ou elle n'est pas fatigué et moi je suis fatiguée, donc c'est que j'ai un problème. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les personnes qui le ressentent à aller consulter un professionnel, mais qui soit quand même bien conscient du sujet, hein, parce que Oui, 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 avec les oui, oui, effets de oui. mode et compagnie, il y a aussi des neuropsys qui sont pas forcément hyper bien formés sur le sujet. Mais en tout cas, quelqu'un qui soit bien compétent dans la matière,
pour pouvoir guider justement les personnes atteintes de ce trouble-là à se canaliser. Parce qu'une fois qu'on est canalisé, moi je suis sur le chemin, voilà, je suis en train de vivre ce chemin-là. Je me languis une fois que je serai canalisée, parce que je sais que ça va être ça va être mes plus beaux moments de vie en fait, parce que je ne vivrai plus sous ce handicap-là, mais je pourrai le transformer en force. Parce que le TDAH, même si c'est un trouble, quand c'est canalisé, on peut vraiment, on est des machines, quoi. Voilà. Oui, alors, C'est ça, c'est le point positif du TDAH, quoi. oui. Parce qu'il Alors faut pas, après, comment dire, il n'y a pas de solution miracle, hein, d'accord? Il y a des non, soutiens. On en parlera peut-être au prochain live si tu veux. On avait dit qu'on ouais. en parlerait de toute façon de tout ce qui était médication, mais j'avais déjà parlé de la méthylphénidate. C'est la molécule qu'on trouve dans Ritaline, Quasim, Elvance, Mhm. Medikinet, Concerta. J'en ai déjà parlé au premier live, mais on pourra en reparler. Ce que je te propose, si tu es Ouais, d'accord, oui, comme c'est déjà 19h30, c'est vrai, on a commencé ouais, avec 15 minutes de retard. Mais il y a peut-être des questions et puis on pourra ouais. parler des relations interpersonnelles, du travail et puis de encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur les prochains Oui. lives. Du coup, comme il y a des personnes qui sont là avec nous, je Mm. n'arrive pas à voir si les gens ont écrit des choses sur le fil de discussion. J'ai pas vu s'il y avait des questions. J'ai pas vu de commentaires pour l'instant. Ok, super. Euh, Est-ce Parce que que j'avais peur d'être passée à quelqu'un, côté tout le long. Je regardais sur le côté puis je me disais, mais est-ce qu'il y a ouais, des questions sur j'en ai pas vu défiler comme la dernière fois. Donc, Ok. si jamais vous avez des questions dans le public sur les troubles TDAH ou besoin d'éclaircissement ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. C'est ça. Ou même une Sinon, partie du sujet à traiter sur d'autres lives. Hein. ouais, en attendant, je vais redire. Donc, au live numéro 1, on a fait la définition du TDAH, on a parlé de ce qu'il y avait dans tout ce qui était neuro-hormones, on avait parlé du volet anatomique et structurel, on avait parlé Mm. du volet, justement neurochimique. Je vous avais mis les études, on avait parlé de la sérotonine, etc. Là, on a été plus sur le côté des comportements, d'accord, qui sont perçus comme des freins, entre guillemets. Ah, c'est super intéressant, la question de Flo. La corrélation entre la bipolarité et les TDAH. Flo, il y en a Ah oui, pas. vous avez déjà posé cette question, ouais. Ouais, elle est Ah, super cette question. Il y en a mm. pas. En fait, soit on a un TDAH, soit on est bipolaire. Mais par contre, euh, tu serais surpris du nombre d'adultes qui ont des étiquettes différentes. Raph, tu en fais partie et moi, tu es loin, 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 très loin d'être la première qui vient me Mm. voir et qui a eu avant autant d'étiquettes que de psy qu'elle a vu. Ou il. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ils en ont vu un bipolaire, ils en ont vu un autre trouble de la personnalité, ils en ont vu un troisième, on Mm. était limite sur la schizophrénie, etc. Donc, Flo, pour te répondre, il n'y a pas de corrélation. C'est en fait un trouble, le TDAH, qui est neurodéveloppemental. On naît NAIT, on meurt TDAH. Entre les deux, on a une vie avec plus ou moins de difficultés, comme on l'a vu, hein, d'accord. Mais la bipolarité, c'est sur des cycles de semaines par semaine, d'accord. Donc, où ça va être 3-4 semaines down, 3-4 semaines up. Le TDAH, il n'est pas cyclique comme ça. Le TDAH, c'est du quotidien, c'est tous les jours la labilité de l'humeur, d'accord. Hélène nous dit, vous parlez d'être sur le chemin pour un équilibre de votre TDAH, ça c'est pour toi, Raph. Depuis votre diagnostic, combien de temps cela a pris et pouvez-vous revenir sur les étapes qui vous ont permis d'y arriver? Alors attends, Hélène, on va cadrer Raph parce que sinon on est encore là dans une heure. Alors, en 2 mots, quelques étapes et puis depuis combien de temps ton diagnostic? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, le diagnostic, il est en cours. Ouais. Enfin, moi j'ai dit que Donc, tu avais déjà les critères cliniques. Hein. alors, ce qui a déclenché, c'était que je te rencontre déjà. Et puis que comme tu es experte là-dedans, bah, forcément, quand je t'ai expliqué les différentes fonctionnements, et différentes discussions qu'on a eues, déjà toi, tu as pu te tu avais focalisé. Maintenant, j'ai une neuropsychologue, j'ai eu le diagnostic.
après moi, la lutte c'est que j'ai pas que ce trouble-là. Donc comme j'en ai d'autres, on va poursuivre les bilans. Et en tout cas, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était vraiment de t'entendre expliquer neurologiquement ce qui se passait et que tu décrivais dans l'explication TDAH des comportements que j'avais, que tu ne savais que j'avais des comportements. Et c'est là où je me suis beaucoup connue. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça faisait 3 ans que je voulais faire un bilan neuropsychique avec et puis ma étape de faire ce bilan, c'est la source en fait quotidienne qui accentue l'âge. Et avec en plus les comorbidités d'anxiété qui sont de plus en plus invivables. Donc il faut maintenant que je puisse être cadré dans ces troubles. Ouais, Raph, je te demande pardon, je te coupe, mais parce que en fait, je savais pas si c'était moi, mais apparemment pour tout le monde, ta vidéo là, ça coupe beaucoup. On a moins de connexion avec toi. Ah. Là, c'est revenu un peu, mais pendant tout le long que t'expliquais, ça coupait. Ah mince. Non, mais c'était à peu près compréhensible quand même. On a quand même à peu près compris, mais c'était pas extraordinaire. Non, ça repart là. Ton image, elle est toute floutée. On n'a plus ton image comme il faut. Et le son, tu sais, il est assuré. D'accord. Ok, bon. Au pire, ceux qui veulent une réponse en direct, ils peuvent me contacter sur Messenger. Ouais, c'est une super idée, ça. C'est une super idée. Puis moi, Flo, on pourra même en reparler plus précisément en privé. C'était super ta question, Flo, mais du coup, il a complété, Flo, en fait, en disant que la psy lui parle de TDAH dans la bipolarité. Alors là, elle m'a aussi pas la psychologue effectivement qu'il peut avoir un trouble bipolaire, un peu atteint de TDAH, trouble bipolaire. Non, mais alors là, faut relire les. Bon, bref, il faudrait dans ces cas-là quand même aller checker les classifications internationales, mais parce que c'est quand même pas du tout la même chose. Je suis pas sûre que ce que t'a dit la neuropsychologue c'est correct aussi. Hein. Moi j'ai plutôt le contraire dans mes recherches et dans mes lectures. Mais d'accord, ok. Et ben du coup à farfouiller. Ah, voilà. De toute façon c'est un truc qui est tellement complexe. Et plus vieilli, plus c'est comme on dit lors du premier live. Non, c'est pas si complexe que ça. Hein. C'est extrêmement bien défini. Le TDAH, il est extrêmement bien cadré et bien défini. Les critères cliniques, ils sont super bien définis, super bien cadrés. Donc, alors comment ça se fait que justement pas mal de psychologues, mais parce qu'ils ne sont pas formés. Ils ne sont absolument pas formés. C'est un leurre. Si tu veux, le problème, c'est que c'est quand même un leurre de penser que les psychiatres, donc je suis en train de parler des médecins, hein, les psychiatres, psychologues et neuropsychologues sont formés aux troubles neurodéveloppementaux. Non, pas du tout. Ils sont formés à tout ce qui est maladie psy, d'accord. Et encore, franchement, renseignez-vous. Moi, j'ai quand même beaucoup de psychologues en formation. Des psychologues en formation, je connais leur parcours de formation. On est loin. Ils connaissent plein de choses, ça c'est sûr. On va pas leur enlever ce qu'ils savent. Les médecins aussi, psychiatres de leur côté connaissent effectivement plein de choses. Mais le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, c'est pas le gros de leur formation. Loin de là, ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux. C'est quand même assez récent dans les classifications européennes. Hein. Ouais. D'accord, ok, Donc, donc ça reste un point quand même on aura l'occasion d'en discuter toutes les deux, mais il y a quand même beaucoup de. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de contrôle de pratique des libéraux. N'oubliez pas ça. Qui que vous soyez, il n'y a pas de contrôle de pratique des libéraux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez voir un psychiatre, une psychologue, un neuropsychologue, une orthophoniste, une logopédiste. Ce sont des libéraux qui ne sont pas contrôlés. S'ils ont fait leurs études il y a 30 ans, on ne leur demande pas de se mettre à jour, on ne leur demande pas de se former continuellement et personne de manière contrôlée leur pratique
À partir du moment où il tue personne, et encore, Mmh. tu comprends ce que je veux Ouais, dire? et N'oubliez encore. pas ça. C'est-à-dire, je dis pas que Ouais. tout le monde est malhonnête. Je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire, moi, ça Mmh. fait 16 ans que je suis dans les troubles neurodéveloppementaux. Mmh. C'est une énergie extraordinaire. En 16 ans, on est passé par la CIM 10, le DSM 5, la CIM 11. On est en train d'être sur le DSM révisé. En 16 ans seulement. Et on est passé dans des recommandations de la Haute Autorité de Santé. On avait des recommandations de bonnes pratiques qui en 2012, attends, moi j'ai vu des choses extraordinaires, même là, du côté de Mmh. Genève, alors je ne citerai pas quel organisme public, d'accord, qui est censé poser des diagnostics. Ils ont posé un diagnostic sur une de mes élèves, jeune adolescente, avec les codes de Mmh. la CIM 10, Classification internationale des maladies, 10e édition, qui est has-been, complètement has-been, depuis le 1er janvier 2022. Ah ouais, Et donc, d'accord. du coup, bah, la puce, elle a même pas pu avoir accès à l'AI parce que c'était has-been. Bon, ils vont refaire, c'est pas la fin du Ouais, monde, mais c'est pour vous dire que, et là, ouais. on est dans un organisme public avec des gens qui sont payés par le canton. Donc, Mmh, voilà, mmh. Ouais, informez-vous, ouais, soyez ouais. prudents. Le médecin n'a pas la science infuse. Personne au monde n'a la science infuse. Et je pense que c'est ça qui doit prévaloir. Et donc, je pense qu'il faut chercher des études récentes, qu'il faut chercher les Ouais. nomenclatures récentes, qu'il faut chercher ce que dit, d'un point de vue consensus international scientifique, les recherches récentes. Mmh. Ça me paraît vraiment important. Donc, Ouais, ouais, t'as raison, exactement. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, parce que toi, t'es quand même depuis 16 ans vraiment plongé dans le cœur du sujet complètement. et t'es vraiment régulièrement mise à jour. Et c'est ce qui te permet aussi de tenir ce discours. Et je pense que c'est important quand on a une suspicion de TDAH ou du moins qu'on se reconnaît dans la plupart des comportements typiques de ce trouble-là, d'aller se renseigner dans les dernières études que tu as mis sous le lien du premier live. Oui, déjà, Est-ce que j'en ai tu mis veux le remettre quelques-unes, pas peut-être? toutes, hein, mais Ouais, quelques-unes. ouais, Par contre, je peux aller chercher aussi d'autres études hein, pour vous dire, vous montrer ce que ouais. moi j'ai lu sur le TDAH et la Mais, bipolarité. mais il y a aussi ces liens-là sur ton site internet teddschool.ch, non? Sur le site internet de Teddy School, je suis pas sûre. J'ai des Ok. articles dans les ressources gratuites, mais on peut m'écrire, on peut Ah me ouais, demander. ouais, C'est tout à fait ouais, possible aussi d'écrire. De toute façon, nous, en tout cas à Teddy School, moi j'ai ouvert un pôle bilan pour ça, hein, Raph. Parce que ouais, je ne oui, pouvais plus supporter de recevoir ouais. 90% de mes élèves, je les appelle mes élèves parce que pour moi c'est pas des patients, enfants, ados ou adultes, et de les voir arriver avec des bilans pourris, Ouais. incomplets, pourris, à côté de la plaque. Mhm. Dans 90% des cas, j'ai discuté hier avec une médecin pédiatre à Genève qui partageait le même avis que moi. Et ils sont Mhm. nombreux. Donc, si tu veux, il y a un moment où il faut se dire, waouh, mais qu'est-ce Ouais, qui se passe? Qu'est-ce qui ouais. se passe aujourd'hui? Pourquoi c'est si compliqué d'avoir accès à un bon, vrai bilan? Ben écoute, moi, je me suis posé la question pendant 15 ans. Et puis, Mhm. en janvier, j'ai dit, OK, on va ouvrir le pôle bilan. Ça faisait 2 ans qu'on planchait sur le truc pour pouvoir faire les choses comme il faut. Et je vois encore des Mhm. trucs bien dégoûtants, bien pourris, que je Mhm. partagerai pas ici, mais et Ouais, des fois, ouais, d'un point de vue émotionnel, c'est pas facile. Parce que quand tu as des ouais, ouais, adultes qui se battent depuis 35 ans, depuis toute leur vie, et qui arrivent enfin au bilan, et que là, derrière, tu as un psychiatre qui vient dire non, 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 on va vous donner des mhm. bêta-bloquants pour le cœur, pour que vous soyez moins anxieux, et puis des antidépresseurs. Ah, moi, j'ai juste envie de… Ouais, Voilà, je vais me taire ouais. parce que mon côté impulsif va prendre le dessus. Mhm. Attention. Ouais. Ouais, 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 non, mais t'as tout à fait raison. Je te montrerai mon bilan la semaine prochaine. Tu vois. Bref. Alors, Ouais, ok, je propose qu'on clôture ce live ouais, et du coup, on pourra parler la prochaine fois peut-être du besoin d'appartenance. On en avait un peu parlé là, mais on a fait ouais, plus le focus sur les comportements freins. Moi, j'aimerais bien qu'on ouais, parle aussi des points positifs du TDAH. On s'était dit qu'on allait faire ça, un RAF, ensemble quand on avait fait un petit peu ce ouais. programme. Le Bah, lien c'est avec le, l'anxiété et l'hypersensibilité, là on en a parlé, mais on n'a pas exploré ça super fort. Et mais parce, puis, parce que comment c'est, bien choisir ses sources de dopamine.
Voilà, si on va sur les solutions concrètes, donc ça sera peut-être le 4e live. Ouais. Donc des choses concrètes, des solutions concrètes et comment bien vivre avec son TDAH. Et puis Ouais. voilà, il y aura probablement plein de questions qui nous amèneront encore plein d'autres idées. On va essayer de mettre tout ça dans 4 lives. Sinon, c'est possible qu'il y en ait 5, on verra. Exactement. De toute façon, il y en aura autant de lives qu'il y a de besoin d'éclaircir Si tu veux. certaines zones troubles. Ah non, mais moi, tu sais, là, maintenant, j'ai envie d'en parler parce que quand tu n'es pas au courant, que ton entourage n'est pas au courant, moi, mes parents, quand j'ai fait le test avec eux, ils sont tombés des nues, quoi. En fait, ils ont compris énormément de choses. Ils arrêtent pas de s'excuser en me disant mais si on avait su, si on avait su, oui, mais à l'époque, on savait pas quoi. Il y a 30 ans, on pouvait pas savoir que j'étais atteinte de ce trouble-là aujourd'hui. Les gens ont la chance, et encore, c'est loin d'être un sujet maîtrisé. Donc, je pense qu'il Regarde, faut vraiment Flo, excuse-moi, en je te parler. coupe. Du coup, je coupe aussi la parole. Mais parce que Flo, il vient de nous partager une pépite. Merci Flo. C'est super. Ça a l'air d'être assez récent, ce que tu viens de partager. Donc, c'est un lien qui est dans les commentaires vers un article qui nous dit que le TDAH se trouve parfois associé au trouble bipolaire, mais que c'est une Oui, comorbidité controversée et que les données cliniques, génétiques, et ça c'est mon truc moi un petit peu quand même, la clinique et la génétique, que les mmh, données cliniques, génétiques et neurobiologiques penchent en faveur de l'existence de 2 entités distinctes. Donc attention, malgré le ouais, chevauchement des symptômes, parce qu'il y a clairement un chevauchement de ces symptômes, et je te l'avais dit, hein, Raph, quand tu étais venu me voir, je ouais, t'avais ouais, dit, mais Raph, tu peux pas savoir le nombre d'adultes qui me disent qu'ils ont été diagnostiqués bipolaires. Le traitement, du coup, chimique, hein, pour la bipolarité, c'est du lithium. ouais, Ça a été pas du tout des résultats positifs et attendus. Et du coup, finalement, c'était peut-être plutôt un TDAH. Et tu vois, ils disent ici qu'il faut une évaluation clinique approfondie pour ouais. diagnostiquer le TDAH, le trouble bipolaire et voir est-ce qu'il y a les deux qui se chevauchent. Mmh, mmh, Flo nous dit la lamotrigine. Oui, ça doit être du lithium, j'imagine, Flo. En tout cas, ce qui est mmh, sûr, c'est mmh. que même le traitement médical n'est pas du tout le même. Et du coup, Flo, lui, il dit que Non, c'est utilisé pour l'épilepsie. Ouais, c'est vrai, j'avais lu ça ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, Mais c'est vrai que souvent les TDAH ou les hauts potentiels sont considérés comme bipolaires, hein. Moi, j'ai eu ce premier faux diagnostic il y a une dizaine d'années suite à mon burn-out. Je suis pas du tout bipolaire, mais j'ai été traitée comme une bipolaire. Et quand j'ai arrêté mon traitement, et donc j'ai une vie tout à fait normale, j'ai pas ni de grand haut ni de grand bas, et on m'a dit ah bah oui c'est une erreur de diagnostic, désolé quoi. Ouais super. ouais, parce que tu vois, Mais bon, ça, je vous laisserai tous hein, lire l'article de Flo, il est super intéressant, puis moi ouais j'en chercherai d'autres. Trouble bipolaire, c'est vraiment une affection psychiatrique, hein. ouais Donc le ouais psychiatre, il est exactement. complètement habilité, formé, voilà, pour ça, c'est son truc, c'est son domaine d'expertise. Le Mm, TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental. mm. On On est en avec déjà. a, voilà, donc le TDAH, on l'a dit, trouble anxieux, l'habilité de l'humeur, addiction, ça on en a parlé au premier live, euh, mais coexistence avec un trouble bipolaire, voilà, est-ce que c'est une comorbidité possible? Oui, mais tout est possible. On peut être schizophrène et Oui mais dyslexique, hein, j'ai envie de te dire, hein, donc oui pourquoi mais pas? justement Mais que l'un je soit dans pense que l'autre, c'est pas une vraie définition pour moi. ouais, mais comme tu dis, qu'on développe une comorbidité qui ressemble au trouble bipolaire parce que le TDAH, à cause du cortisol, nous empoisonne le corps et le cerveau, Hmm, ça, j'y crois. Mais ouais. effectivement, c'est pour ça que c'est difficile pour les psychiatres de déterminer un vrai diagnostic parce que le problème, c'est que si on a beaucoup de troubles qui ressemblent à de la bipolarité et que le neuropsychiatre ou le psychiatre ou le neuropsychologue n'est pas au courant de ça, bah, il va diagnostiquer ce qu'il sait au lieu d'aller chercher ce qu'il ne sait pas. Et c'est ça le problème. C'est C'est ce qu'ils qu'on vont pas appelle chercher. le diagnostic différentiel. Exact. Et c'est hyper Ok. important. Mm. Bon, on Ouais, ouais. clôture là-dessus, si ça va pour tout le Ouais, monde, parce que du coup, on a ça marche. commencé tard, on aura quand même fait bien une bonne heure de Ouais. live, c'est super Mm. intéressant. Moi, je te remercie infiniment, Raph, encore une fois, de m'avoir lancé la perche pour Mm. faire ces lives, parce que c'est un sujet qui me botte, ça me stimule. Du coup, Ouais, bah ouais. voilà, mais j'arrive à maintenir le cadre.
Et puis, je Ouais. crois que c'est intéressant. Donc, de toute façon, on fera un montage vidéo que Ouais. on mettra dans les ressources gratuites sur le site de Teddy School. Et puis que toi, tu mets aussi sur ta page à toi, je On crois, va compris. Raph. Ouais. Exactement, ouais. Génial. Merci, Voilà. merci beaucoup. Et puis, Merci. un gros bisou. Prenez soin de vous. Et puis, Ouais. voilà, courage parce qu'il fait chaud en ce moment. Mais... Ouais. Et on se C'est retrouve clair. pour le troisième live tout bientôt. C'est quoi la date? J'ai oublié la date. Je n'ai pas mais on Attends, j'ai mon communiquera. Mais, agenda. ouais, J'avais mis le 9 ah, juillet. Donc normalement, si tout va oui, bien, on se retrouve le 9 juillet. On essaiera de ne pas avoir de problème technique cette fois. c'est clair. Au revoir, Ça bye marche. bye. Bye bye. Ciao, ciao.